L'eau n'existait que dans ma chambre, comme dans mes rêves. Il y a longtemps, mon arrière-grand-mère avait appelé un réparateur pour venir s'occuper du chauffe-eau qui se trouvait dans son sous-sol. C'était une maison ancienne où elle avait vécu presque toute sa vie, avec ses habitudes, ses souvenirs et l'impression que les murs eux-mêmes gardaient une mémoire des gens qui y avaient passé des années. Le réparateur passa un bon moment en bas, s'affairant autour des tuyaux, des vannes et du vieux réservoir qui avait besoin d'attention. Quand il eut terminé son travail, il remonta à l'étage avec un sourire tranquille, comme si tout s'était déroulé sans problème. Il s'approcha de mon arrière-grand-mère et, d'un ton simple et naturel, il lui dit que son mari avait été très serviable, qu'il l'avait guidé et qu'il l'avait assisté pendant les réparations. Il expliqua que c'était agréable de travailler avec quelqu'un d'aussi attentif et présent. Mon arrière-grand-mère le regarda sans un mot, figé sur place, car son mari, mon arrière-grand-père, était décédé depuis plus d'1 an. Le réparateur, visiblement sincère, ne semblait pas avoir conscience de la portée de ses paroles. Pour lui, quelqu'un l'avait aidé en bas, quelqu'un de concret, et il n'avait aucun doute sur la présence qu'il avait ressentie. Au travail, on m'avait un jour confié la tâche peu enviable de nettoyer une cabine dans les toilettes des femmes. Comme j'étais un homme, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, et dans mon esprit, ce genre d'endroit devait forcément être propre, étincelant, presque parfumé comme des draps fraîchement lavés. Quelle naïveté! En entrant, je découvris une scène que je n'oublierai jamais. Le sol était sale, la cuvette maculée, et je n'étais pas sûr de vouloir savoir exactement ce que je m'apprêtais à nettoyer. Je pouvais identifier des taches de sang, probablement des restes de règles, mais l'ensemble donnait vraiment l'impression d'un petit carnage. Armé de gants et d'une brosse, je me mis à frotter en silence, concentré uniquement sur la tâche pour en finir le plus vite possible. C'est alors que j'entendis un son qui me glaça. Un sanglot. Pas un léger reniflement étouffé, non, mais un véritable pleur, fort, incontrôlable, un gémissement de désespoir qui résonnait dans la pièce carrelée. Je levai immédiatement la tête. J'étais certain d'être seul. J'avais vérifié en entrant et aucune autre cabine n'était occupée. Le silence de l'endroit avait été total jusqu'à ce moment. Je restais accroupi, la brosse encore en main, à écouter ce bruit qui se prolongeait. Cela ne ressemblait pas à une simple illusion, ni à un bruit de tuyauterie. C'était un véritable chagrin, une douleur humaine, comme si quelqu'un pleurait à fendre l'âme juste à côté de moi. Mais chaque fois que je tentais de localiser l'origine, je ne voyais rien, aucune ombre, aucun mouvement. Une partie de moi essaya de rationaliser, peut-être venait-ce des toilettes adjacentes, ou alors de mon imagination, une sorte d'écho de mon propre dégoût face à ce que j'étais en train de faire. Peut-être que, symboliquement, c'était ma propre conscience qui sanglotait de me voir à 4 pattes, en train de récurer un mélange de sang et d'excréments. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai ressenti. Ce son m'a glacé, parce qu'il paraissait trop réel, trop proche. Je suis ressorti rapidement, le cœur battant, incapable d'expliquer ce que j'avais entendu. Je parle avec une jeune femme dans la vingtaine depuis environ 2 semaines, nous n'avons encore rien prévu pour nous rencontrer mais nous avons beaucoup flirté et l'échange est devenu assez régulier, presque comme une petite habitude quotidienne. Elle semble intéressée, parfois un peu timide, parfois plus directe, et moi de mon côté je prends plaisir à la découvrir petit à petit, en imaginant ce que donnerait une vraie rencontre. Un soir, au détour d'une conversation qui paraissait ordinaire, elle me dit quelque chose qui me surprend totalement. Elle m'annonce que son père a fait faire une enquête sur moi, pas une simple recherche sur Internet, pas une lecture rapide de mon profil ou de ce que je pourrais écrire sur un blog ou un réseau social. Non, il a réellement engagé quelqu'un pour obtenir un rapport complet, un vrai contrôle de mes antécédents. En entendant ça, je reste un instant figé, partagé entre l'étonnement et une sorte de malaise. L'idée que quelqu'un que je n'ai jamais rencontré ait pu fouiller dans mon passé, peut-être consulter des informations personnelles, me donne une drôle de sensation. J'essaie d'imaginer ce qui a poussé ce père à aller aussi loin,
Est-ce de la méfiance excessive, une forme de protection extrême pour sa fille ou simplement une habitude de contrôler tout ce qui entre dans leur vie familiale? Je garde mon calme et je ne dis rien tout de suite, mais dans ma tête je me demande ce que cela change dans la dynamique entre cette jeune femme et moi. Est-ce qu'elle a trouvé ça normal? Est-ce qu'elle a eu honte de me le dire ou au contraire est-ce qu'elle a tenu à être honnête pour voir ma réaction? L'atmosphère de la discussion devient étrange et je réalise que cette relation virtuelle, qui jusque-là semblait légère et amusante, vient soudain de prendre une tournure beaucoup plus sérieuse et inattendue. Il y a un chemin qui mène directement chez moi, un raccourci à travers un bois. Il est complètement plongé dans le noir la nuit, lugubre et silencieux, mais il m'évite un détour beaucoup plus long. Comme je suis paresseux, je finis souvent par l'emprunter malgré son atmosphère inquiétante. Un soir, en rentrant du travail, j'y passais comme d'habitude quand je remarquai une silhouette à quelques mètres devant moi. La personne portait une capuche et semblait penchée vers le sol, occupée à faire quelque chose que je ne distinguais pas bien. Je ralentis, intrigué mais aussi tendu. Puis soudain, la silhouette leva la tête, me jeta un regard rapide et, sans un mot, se mit à courir droit devant, disparaissant dans l'obscurité du sentier que je devais justement emprunter. Le silence qui suivit rendit la scène encore plus oppressante. En avançant avec prudence vers l'endroit où la personne se tenait, je découvris ce qu'elle avait laissé derrière elle. Sur le sol, il y avait une chaussure à talons aiguilles, un stiletto, et elle était en train de brûler. L'odeur âcre du cuir et du plastique qui se consumait flottait encore dans l'air. Une sensation glaciale me parcourut. Que faisait cet individu en pleine nuit, seul, à essayer de mettre le feu à une chaussure de femme au milieu du bois? Mon premier réflexe fut de penser à prévenir la police. Mais qu'aurais-je pu leur dire? Bonjour, j'ai vu un type brûler une chaussure féminine dans un bois? Ça n'aurait mené à rien. Pourtant, quelque chose dans la scène me dérangeait profondément, comme si ce détail insignifiant cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Le pire, c'est qu'il avait fui droit dans le chemin que j'étais obligé de prendre. Alors je continuai ma route, chaque pas mesuré, mon trousseau de clés serré dans ma main prêt à servir d'arme au cas où il m'attendrait quelque part dans l'ombre. J'avançais en retenant mon souffle, tendu à l'extrême, m'attendant à le voir surgir à tout moment. Mais il ne revint pas. La nuit resta silencieuse, et je parvins finalement jusqu'à chez moi. À l'époque, je suivais une formation pour devenir journaliste, et j'eus le réflexe d'aller vérifier les journaux locaux les jours suivants, d'interroger quelques contacts, de chercher la moindre trace d'un fait divers pouvant être lié à ce que j'avais vu. Mais il n'y eut rien. Pas un article, pas une disparition signalée, rien du tout. Un jour, alors que je rentrais du lycée en faisant de l'autostop, ce qui n'était pas très prudent je le reconnais, une voiture s'arrêta et un homme me proposa de monter. Il avait l'air étrange dès le premier regard, avec ses grosses lunettes épaisses qui lui donnaient un air un peu inquiétant, presque comme une caricature de ce qu'on imagine quand on pense à quelqu'un de louche. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment et je suis monté dans son camion, pensant simplement à rentrer plus vite chez moi. À l'intérieur, l'air était étouffant, il faisait une chaleur pesante qui ne paraissait pas naturelle. Avec du recul, je me rends compte qu'il devait avoir mis le chauffage à fond exprès, alors qu'il faisait déjà suffisamment chaud dehors. Nous roulions le long d'une grande route, et la conversation était presque inexistante, ce silence pesant qui met mal à l'aise. Puis, à un moment, il fit une remarque sur la chaleur et me dit d'une voix calme que je pouvais enlever mon t-shirt si je le voulais, comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'étais un garçon, mais sa demande me glaça le sang immédiatement. Je répondis simplement non merci, sans vouloir prolonger l'échange. Mon instinct prit le dessus et, au lieu de rester là à attendre je ne sais quoi, je posai la main sur la poignée de la porte. Le camion ralentissait en approchant d'un feu, et à ce moment-là je pris ma décision. J'ouvris la portière et me jetai littéralement hors du véhicule, roulant sur le bitume et entendant les klaxons et les cris des voitures autour. Heureusement, rien de grave ne m'arriva physiquement, seulement quelques égratignures et la peur qui me secouait encore longtemps après. Je me souviens avoir remercié intérieurement le ciel que la poignée de la porte n'ait pas été enlevée, que le mécanisme ait fonctionné,
parce que si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver. J'étais en retard pour aller me coucher ce soir-là, mais au lieu de dormir dans notre lit, je m'étais installé sur le canapé. Ma femme m'en voulait pour une bêtise que j'avais faite, je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait, mais je suis sûr qu'elle, par contre, s'en souvient très bien. Bref, je m'étais donc endormi seul dans le salon, enveloppé dans une couverture un peu trop fine. Vers 2 heures du matin, je fus tiré de mon sommeil par un son étrange. C'étaient des notes de piano, mais pas une mélodie claire, juste des touches appuyées au hasard, produisant une suite de sons dissonants, comme si quelqu'un tapotait sans savoir jouer. Mon sang se glaça instantanément. Le piano se trouvait dans la pièce voisine et chaque note résonnait dans l'obscurité comme un écho venu d'un autre monde. Je restai allongé, le cœur battant, en espérant presque que ma femme, à l'étage, entendrait ce vacarme et viendrait vérifier à ma place. Mais la maison resta silencieuse, à part ce grincement aléatoire des touches. Les secondes paraissaient interminables et je me sentais incapable de bouger, comme paralysé par la peur. Finalement, après près d'une minute de ce concert fantomatique, je pris mon courage à deux mains. Je me levai lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la maison, et je m'approchai du piano. Mon souffle était court, mes mains moites, prêt à découvrir je ne savais quoi. Et là, je tombai sur mon Labrador Retriever, la tête coincée à moitié sur le clavier, en train de s'étirer de toutes ses forces pour essayer d'attraper les donuts que j'avais bêtement laissés sur le dessus du piano. Ses pattes grattaient les touches, produisant cette cacophonie inquiétante qui m'avait glacé le sang. Ma mère m'a raconté une histoire plutôt troublante à propos de ma petite enfance. J'étais encore un bébé, peut-être 6 mois à peine, et un après-midi elle m'avait couché dans mon lit à barreaux. C'était un grand lit en bois, assez solide, avec des côtés hauts et une barrière qui pouvait se baisser uniquement en appuyant sur 2 petits loquets placés à chaque extrémité. À cet âge-là, je ne pouvais pas tenir debout, je n'avais pas la force d'actionner un tel mécanisme et les parois étaient beaucoup trop hautes pour que je puisse les franchir. Pourtant, lorsqu'elle monta dans la chambre un peu plus tard, elle me trouva endormi par terre, au milieu de la pièce, à 2 bons mètres du lit. Le côté du lit était relevé, bien verrouillé, rien n'avait bougé. Elle resta figée devant cette scène incompréhensible, me regardant dormir paisiblement alors qu'il n'existait aucune explication logique à ma présence hors du lit. À partir de ce jour-là, elle me confia plus tard qu'elle ne s'était plus jamais sentie totalement à l'aise en me laissant seul dans cette chambre. Lorsque mon petit frère naquit, ce fut lui qui hérita de cette pièce. Un soir, alors qu'il avait environ 1 an, nous étions tous les 3 dans la chambre de ma mère, assis sur son lit à jouer tranquillement avec lui. Tout à coup, un son étrange se fit entendre depuis la chambre de mon frère. C'était une mélodie, une petite musique enfantine qui résonnait clairement à travers le couloir. Ma mère se leva précipitamment, inquiète, et se rendit dans la pièce. À l'intérieur, elle découvrit l'un de ses jouets musicaux posés dans le lit à barreaux, en train de jouer tout seul. Personne ne l'avait touché, le jouet n'avait pas été activé et il n'était pas censé se déclencher de cette manière. Elle resta figée un instant, le regard fixé sur cet objet qui continuait à émettre sa mélodie, et un frisson lui parcourut le dos. C'était ma première année de paternité. Ma femme, notre fils qui avait environ 7 mois à l'époque, et moi venions de nous installer dans une petite maison ancienne. Nous étions jeunes, sans grands moyens, alors ce logement nous convenait malgré son âge. La plupart de nos voisins étaient les propriétaires d'origine, âgés de plusieurs décennies, certains approchaient la fin de leur vie et il n'était pas rare d'apprendre qu'une maison venait de perdre un de ses habitants. Rien d'étonnant donc à penser que dans la nôtre, quelqu'un avait sans doute rendu son dernier souffle avant nous. Un soir, après une longue journée à m'occuper du bébé, je m'étais écroulé sur le canapé du salon. J'étais épuisé, usé par les nuits blanches répétées et les réveils multiples. Dans la chambre, mon fils dormait dans son berceau, et ma femme s'était déjà allongée. La maison était plongée dans le silence. Puis soudain, je fus réveillé par un cri strident, le hurlement de mon fils. Je me redressai en sursaut et je vis, à travers l'obscurité, sa petite silhouette allongée sur le sol,
juste dans l'embrasure de la porte entre notre chambre et le salon. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Comment était-il arrivé là? Le berceau était fermé, les parois trop hautes, il ne savait ni marcher ni escalader quoi que ce soit. Je me précipitai, le ramassai dans mes bras et essayai de le calmer, tout en sentant ma femme, encore allongée dans le lit, nous fixer avec des yeux écarquillés. Elle non plus ne comprenait pas. Il n'était pas couvert, il faisait froid car c'était l'hiver, et pourtant il gisait sur le sol, hurlant, sans explication. L'air dans la pièce me semblait lourd, comme si quelque chose d'invisible avait traversé la maison. Après de longues minutes, il finit par se calmer. Ébranlés, ma femme et moi nous dirigeâmes vers la cuisine pour boire un verre d'eau et tenter de comprendre. Nous échangions à voix basse, encore sous le choc, lorsqu'un nouveau cri perça le silence. Nous sursautâmes et retournâmes précipitamment vers sa chambre. J'allumai la lumière et m'approchai du berceau. 3, peut-être 5 secondes passèrent, puis, brusquement, l'ampoule s'éteignit. Le noir nous enveloppa. Je vérifiai immédiatement l'interrupteur, il était toujours en position haute, comme si la lampe avait simplement rendu l'âme, mais pas sur le moment exact du geste, il y avait eu ce délai dérangeant, comme si quelque chose avait attendu pour nous plonger dans l'obscurité. Je sentis la peur m'envahir comme jamais auparavant. Mon fils pleurait de nouveau, ma femme restait figée à côté de moi, et la maison semblait soudain étrangère, hostile, chargée d'une présence que nous ne pouvions ni voir ni comprendre. Cette nuit-là, j'ai eu la peur de ma vie. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication logique à ce qui s'est passé. Quand j'étais plus jeune, j'avais environ 12 ans, je me trouvais seul à la maison avec ma petite sœur qui en avait 10. Notre mère était partie chez des amis de la famille qui habitaient au bout de la rue, et même si elle ne comptait pas rester longtemps, l'heure avançait et il était déjà passé 10 heures du soir. La maison était silencieuse, seules les images de la télévision illuminaient le salon, et nous attendions son retour en essayant de ne pas trop penser à l'obscurité dehors. Soudain, un bruit sec retentit, 2 coups violents frappés contre la fente de la boîte à lettres. Le son résonna si fort dans le couloir que nous sursautâmes en même temps. Sans réfléchir et persuadés que c'était notre mère qui signalait son arrivée, nous nous précipitâmes à la porte d'entrée et l'ouvrîmes aussitôt. Mais au lieu de la voir entrer, nous fûmes accueillis par le vide. Personne ne se trouvait sur le seuil. Nos yeux se tournèrent instinctivement vers la rue sombre et c'est alors que nous l'aperçûmes. Au milieu de la route, immobile, se tenait une femme. Elle nous faisait face, parfaitement droite, et son regard semblait fixé sur nous. L'obscurité empêchait de distinguer clairement son visage, ce qui rendait sa présence encore plus inquiétante. Un long frisson nous parcourut et, pris de panique, nous refermâmes brutalement la porte. Le silence revint aussitôt, seulement troublé par le bruit étouffé de la télévision dans le salon. Nous restâmes collés l'un contre l'autre, le cœur battant, à essayer de comprendre ce que nous venions de voir. Les minutes s'étiraient comme des heures jusqu'au moment où, 20 minutes plus tard, notre mère rentra enfin à la maison. Elle trouva 2 enfants livides qui n'osaient plus approcher la porte. Un soir, je regardais un film dans le sous-sol de mon ami. La pièce était sombre, la seule source de lumière venant de l'écran de télévision qui projetait des lueurs vacillantes sur les murs et les meubles. À un moment, je perçus un mouvement dans ma vision périphérique. Je tournai la tête vers le canapé où mon ami était assis, pensant d'abord qu'il venait de bouger. Pourtant, il restait immobile, complètement concentré sur le film, ce qui me parut étrange. Puis, je le vis. Derrière le canapé se tenait une silhouette sombre, plus noire que l'obscurité environnante, comme si elle absorbait la moindre lumière de la pièce. Mon regard remonta lentement vers son visage, et je compris aussitôt que ce n'était pas humain. Son visage ressemblait à un masque, couleur chair mais brillant comme de la porcelaine. Il était presque parfait, lisse et dépourvu de détails, à l'exception d'une bouche qui n'était qu'une fente entr'ouverte, sans lèvres, donnant l'impression d'un vide menaçant. Son nez était étrange, retroussé, avec des narines larges rappelant celles d'un serpent. Et ses yeux, mes yeux se perdirent dans ses orbites béantes, 2 trous noirs sans expression, qui me glacèrent jusqu'aux os.
Je restais figé, incapable de détourner le regard, paralysé par la terreur. Le temps semblait s'étirer comme si je contemplais cette créature depuis une éternité. Finalement, mon ami remarqua mon expression horrifiée et se tourna vers moi en me parlant. Je n'entendis pas ce qu'il disait, sa voix résonnait comme étouffée, noyée par le battement précipité de mon cœur et l'adrénaline qui m'aveuglait. Au moment où il me parla, la silhouette commença à se déplacer. Elle glissa silencieusement hors du salon, disparaissant dans l'ombre du couloir, sans jamais rompre son regard fixé sur moi. J'eus l'impression qu'elle m'observait encore, même après avoir quitté la pièce. Mon ami s'approcha pour me secouer, répétant mon nom, et c'est à ce moment-là que mes instincts reprirent le dessus. Je bondis vers l'interrupteur et inondai la pièce de lumière. Puis, pris de panique, je saisis le premier objet solide à portée de main, une barre de traction posée sur le sol, prêt à me défendre. Mon ami me suivait de près tandis que je courais d'une pièce à l'autre, cherchant frénétiquement la moindre trace de l'intrus. Quand je retrouvai enfin mon souffle, je lui racontai en détail ce que j'avais vu. Il s'arrêta net, les yeux écarquillés, et me demanda d'une voix tremblante. « Tu te fous de moi ?» Il baissa la tête, hésita un instant, puis murmura. « Mec, je fais des cauchemars avec une créature comme ça depuis que je suis gamin. » Nous fouillâmes toute la maison ensemble, mais il n'y avait personne. Toutes les portes de l'étage étaient fermées à clé de l'intérieur. Rien n'expliquait ce que j'avais vu, rien ne justifiait cette présence. Mais je savais ce que j'avais ressenti, et mon ami savait ce qu'il rêvait depuis toujours. Je n'ai plus jamais remis les pieds chez lui depuis ce soir-là. Il y a longtemps, sans doute 10 ou 11 ans, j'étais sorti dîner dans un restaurant italien avec quelques amis. Nous étions tous un peu défoncés, affalés à notre table à rire pour un rien, en attendant que nos plats arrivent. L'ambiance était légère, on parlait fort, on grignotait du pain en buvant de l'eau glacée, et rien ne laissait présager que la soirée prendrait une tournure étrange. Alors que nous venions à peine de commander, un type sortit de l'arrière du restaurant. Il avait l'air complètement déphasé, avec ce visage creusé, ses yeux qui brillaient de façon inquiétante et cette allure générale de quelqu'un qui avait trop longtemps abusé de la drogue. Il traversa la salle d'un pas hésitant, s'arrêta près de l'entrée, puis se retourna pour balayer l'assemblée du regard. Tout le monde le fixait, un peu surpris, certains mal à l'aise, mais il ne semblait pas s'en soucier. Puis, d'un coup, son regard s'arrêta sur moi. Il me pointa presque du doigt et lança d'une voix ferme. « Toi. J'ai besoin de ton aide. » La salle entière devint silencieuse, et mes amis éclatèrent de rire nerveusement. Moi, je restais figé sur place, à me demander ce que ce type pouvait bien vouloir à un inconnu au milieu d'un restaurant. Malgré mon hésitation, je me levai. Peut-être par curiosité, peut-être parce que j'étais trop stone pour réfléchir correctement, ou tout simplement parce que quelque chose dans sa voix m'avait interpellé. Il me tendit un vieux sac à dos qu'il portait et me dit qu'il avait besoin d'aide pour l'enfiler parce qu'il était trop lourd pour lui. J'attrapai les bretelles, prêt à soulever quelque chose de pesant, mais à ma grande surprise, le sac ne contenait rien. Pas le moindre objet, pas la moindre résistance. C'était un sac vide, léger comme l'air. Je le lui passai sur les épaules en silence, et il me remercia comme si je venais de lui rendre un immense service. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit du restaurant. Tout le monde resta un moment à le regarder disparaître dans la rue, et ensuite les conversations reprirent comme si rien ne s'était passé. Je suis resté assis un long moment, à me demander pourquoi il m'avait choisi moi, alors qu'il y avait tant de monde autour. Qu'y avait-il réellement dans ce sac ? Était-ce vraiment vide, ou contenait-il quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre ? Un jour, mon père est allé camper dans un terrain non commercial, donc plus isolé, sans gérant ni toilette sèche. C'était au début du printemps et il faisait encore bien froid, surtout la nuit. Peu de gens campaient à cette période. Il n'y avait que mon père, quelques-uns de ses amis et un vieux pick-up Chevy cabossé avec une sorte de campeur bricolé dessus, garé à quelques emplacements plus loin. Comme ils étaient sociables et respectueux,
mon père et 2 autres gars sont allés saluer leur voisin et lui dire de ne pas hésiter à venir leur parler si jamais il faisait trop de bruit pendant le week-end. L'homme qu'ils ont rencontré paraissait gentil, tranquille, et il les avait remerciés poliment pour leur geste. Il donnait l'impression d'être installé là depuis déjà quelques semaines, avec une corde à linge tendue et tout ce qu'il fallait. Pendant les 3 nuits où mon père est resté, il lui faisait parfois un signe de la main et l'avait même invité une fois à venir prendre un café le matin. Mais comme ils ne l'ont plus entendu ni vu pendant quelques jours, ils n'y ont pas prêté attention et ont fini leur séjour normalement. En repartant, ils ont dû passer devant son campement, qui semblait exactement le même que lorsqu'ils l'avaient vu pour la première fois. Mon père conduisait son camion vers la sortie quand un de ses amis lui a crié de s'arrêter. Lui aussi avait aperçu quelque chose du coin de l'œil mais avait pensé que son imagination lui jouait des tours. En réalité, ce qu'ils avaient vu, c'était bien l'homme pendu à un arbre, et non pas un sac en plastique accroché pour protéger les déchets des animaux. Ils sont descendus du camion avec les 2 autres amis qui suivaient derrière et ont appelé le 911 malgré le réseau très mauvais. La scène était horrible. Le cou de l'homme était étiré par le poids de son corps, devenu anormalement long et mince. Mon père se souvient d'un mot de suicide accroché à l'arbre avec un couteau de chasse. Il n'a pas eu le courage de le lire. Il s'est senti très mal pour ce type et dit toujours qu'il a eu envie de le décrocher, même si c'était trop tard depuis longtemps. La peau violacée, le cou allongé de façon monstrueuse, c'était insoutenable. Les policiers et l'ambulance sont arrivés. Le groupe a reçu un simple « merci » des autorités avant d'être renvoyé après avoir donné quelques informations. Le détail le plus glaçant de toute cette histoire, c'est que cela s'était produit au camping préféré de mon père. Et c'est justement là qu'il nous l'a raconté, bien des années plus tard, quand nous n'étions plus des enfants. Ce souvenir continue de me hanter. Un jour, mon voisin m'a raconté pourquoi il avait fini par déménager de son ancienne maison. La bâtisse en question avait autrefois appartenu à une veuve qui s'était donné la mort d'une balle dans la tête. L'endroit portait déjà une réputation un peu lourde, mais lui n'y croyait pas vraiment, il s'était simplement installé là avec sa famille comme si de rien n'était. Une nuit pourtant, alors qu'il dormait profondément aux côtés de sa femme, il fut réveillé par une sensation étrange. Il ouvrit les yeux et distingua dans la pénombre une silhouette de femme penchée sur lui, assise sur sa poitrine. À moitié endormi, il pensa d'abord qu'il s'agissait de sa femme qu'il voulait initier un moment intime, et il se laissa faire sans poser de questions. La silhouette l'embrassa, leurs lèvres se mêlèrent, et tout semblait presque réel. Mais très vite, il sentit une oppression terrible, comme si l'air lui manquait. La femme pesait de tout son poids sur lui, l'empêchant de respirer. Pris de panique, il essaya de la repousser, mais elle était d'une force incroyable, bien plus forte que ce que son apparence laissait deviner. Ses bras tremblaient sous l'effort, et il ne parvenait pas à s'en défaire. Dans un réflexe désespéré, il porta la main vers l'arrière de sa tête, espérant tirer sur ses cheveux pour la faire basculer en arrière. C'est alors qu'il sentit quelque chose d'absolument terrifiant, un creux béant, une cavité au niveau du crâne, comme un trou dans l'os. La panique l'envahit aussitôt et son corps céda, il perdit connaissance sur le champ. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était seul dans la chambre glaciale, couvert de sueur. Sa femme dormait paisiblement à ses côtés, sans le moindre souvenir de ce qui venait de se passer. Il resta longtemps à fixer le plafond, incapable de comprendre s'il avait rêvé ou si cette présence était bien réelle. Petite histoire qui concerne mon frère et moi. Lui avait environ 21 ans et moi 18. Nos parents étaient partis en voyage, alors on avait décidé de boire quelques bières et de se poser près d'un feu dans le jardin pour se détendre. Il devait être 3 heures du matin quand on a entendu des feuilles craquer dans les bois, à une vingtaine de mètres de nous. Comme nos voisins les plus proches vivaient à plusieurs kilomètres, on a tout de suite eu un mauvais pressentiment. On s'est regardé et, sans un mot, on a couru vers l'abri du jardin. L'abri avait une porte de type garage, et au moment où on allait la refermer, on a vu une silhouette humanoïde foncer droit sur nous. On a claqué la porte, verrouillée de l'intérieur, puis on s'est réfugié au fond de la cabane.
Pendant une vingtaine de minutes, ça a frappé contre la porte avec insistance, et on a entendu des éclats de rire étranges, presque des ricanements. Quand le vacarme a enfin cessé, on a décidé de monter la garde à tour de rôle jusqu'au matin. Au lever du jour, mon frère a pris une pelle, moi un pied de biche, et on a ouvert la porte. Il n'y avait rien. On a cru un instant qu'on avait tout imaginé, jusqu'à ce qu'on tombe sur les empreintes. Mon frère chose du 49, taille US 13.5, mais celle-ci était encore plus grande de 5 à 7 cm. Pieds nus, et avec un orteil de trop sur chaque pied. On est retourné à la maison et on a appelé la police. Ils ont envoyé quelqu'un, on leur a montré les empreintes, ils ont pris des photos et nous ont dit de les recontacter si quelque chose d'autre se produisait. 3 mois plus tard, on a fini par déménager. Hier, un ancien voisin m'a appelé pour me demander si j'avais déjà vu quelque chose d'étrange dans le coin. Puis il m'a décrit exactement les mêmes empreintes. Elles étaient juste sous sa fenêtre. Un jour, je regardais tranquillement la télévision, installée sans rien attendre de particulier. La pièce était silencieuse, seulement éclairée par l'écran, et tout semblait parfaitement normal. Puis, soudain, un mouvement attira mon attention du côté de l'étagère. Tout en haut, là où reposait une petite statue d'ange, quelque chose d'inexplicable se produisit. La statuette se souleva d'elle-même, comme si une main invisible l'avait soulevée. Elle resta suspendue dans l'air, flottant une fraction de seconde, assez longtemps pour que je sois certain de ce que je voyais. Mon cœur se mit à battre plus vite, mes yeux fixés sur cette apparition silencieuse qui défiait toute logique. Puis, sans prévenir, l'ange retomba lourdement au sol. Le bruit résonna dans la pièce et brisa le calme qui régnait. Je restai figé, incapable de détourner le regard, avec cette sensation étrange d'avoir assisté à quelque chose qui n'avait aucune explication rationnelle. Je me levai lentement, observant la statue posée sur le carrelage. Elle n'était pas cassée, seulement couchée sur le côté, comme si elle avait été déplacée volontairement. Je raconte toujours cette histoire à mes amis quand ils me demandent d'où vient la cicatrice sur ma cuisse. Ce n'est pas l'expérience la plus effrayante que j'ai vécue, mais sans doute la plus inexplicable. Je marchais dans une rue déserte tard le soir, dans une ville pas vraiment sûre. Devant moi, j'ai aperçu une maison entièrement encerclée de rubans jaunes de police Donald Cross. Poussé par la curiosité, j'ai fixé la façade de la maison en passant devant. C'est là que les choses sont devenues étranges. Alors que je longeais la première fenêtre plongée dans l'obscurité, j'ai entendu un très net toc-toc-toc, comme si quelque chose frappait régulièrement à l'intérieur de la vitre au moment exact où je passais. Un peu secoué, j'ai accéléré le pas, dépassé la porte d'entrée, et commencé à longer la seconde fenêtre. Et là, le tapotement s'est déplacé. Comme si ce qui se trouvait à l'intérieur m'avait suivi, le bruit passait maintenant de la première fenêtre à la seconde. À ce moment-là, j'ai totalement paniqué et j'ai traversé la rue en courant. Pas de chance, le sol était encore mouillé à cause de la pluie et je me suis étalé de tout mon long au milieu de la route. Résultat, j'ai fini par boiter jusqu'à ma destination avec la cuisse en sang. C'était en 2008, peu de temps après le décès de ma grand-mère. J'étais rentré de l'université pour les vacances d'hiver et je dormais dans ma chambre d'enfance. En pleine nuit, je me suis réveillé brusquement et j'ai immédiatement senti qu'il faisait anormalement froid dans la pièce. C'était étrange, parce que ma chambre avait été construite en extension de la maison et, d'ordinaire, elle y était toujours plus chaude que dans le reste des pièces. Cette nuit-là, au contraire, l'air y était glacé, comme si une brise venue de nulle part s'était installée. En levant les yeux, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Les pales du ventilateur au plafond tournaient lentement, alors que l'appareil n'était pas allumé et que toutes les fenêtres étaient fermées. Je les regardais avancer en silence, animés par une force invisible. Puis, un autre détail attira mon attention. Sur l'étagère au-dessus de mon lit se trouvait une boîte à musique que ma grand-mère m'avait offerte, un petit objet représentant une fillette sur un cheval de manège.
Je n'y avais pas touché depuis longtemps, mais soudain, elle se mit à jouer. Pas comme lorsqu'on la remonte et que la mélodie se déroule normalement, mais de manière irrégulière, étouffée, comme si elle expulsait ses dernières notes. Les sons sortaient un à un, fragiles, hésitants, presque douloureux. La mélodie était celle de Pour Élise, mais au lieu de la légèreté habituelle, elle résonnait comme une plainte, chaque note résonnant dans l'air glacé de la chambre, s'éteignant avant de laisser place à la suivante. Cela sembla durer une éternité, une succession de petits tintements fantomatiques qui emplissaient la pièce d'une atmosphère irréelle. Allongé dans mon lit, je ne pouvais pas détourner les yeux de cette boîte à musique. J'avais l'impression que ma grand-mère essayait de se manifester, de me faire sentir qu'elle était encore là d'une certaine manière. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais dans seconde. Je n'arrivais pas à dormir et je me sentais agité, alors j'ai décidé d'aller marcher un peu sur le sentier forestier près de chez moi. La plupart des gens n'auraient jamais eu envie de se promener seuls dans les bois en pleine nuit, mais c'était un quartier sûr et je connaissais le chemin par cœur. Au bout de 5 minutes à peine, j'ai entendu une fille chanter. J'ai reconnu tout de suite la chanson. J'ai regardé autour de moi mais il faisait complètement noir. Pour éviter de la surprendre et de lui faire peur si je tombais sur elle par hasard, j'ai crié « Tu as une belle voix ». Pas de réponse, elle continuait juste à chanter. C'était étrange. J'ai continué ma marche, mais le chant ne s'éloignait pas. Elle me suivait ? Ou alors on marchait juste dans la même direction sans le savoir ? Pour vérifier, j'ai pris un virage brusque et emprunté un autre chemin. Le chant m'a suivi. J'ai pris un autre virage, encore une fois la voix me suivait. Là, je n'avais plus de doute, cette fille me suivait volontairement. J'ai essayé de situer précisément d'où venait la voix, mais impossible. J'avais l'impression qu'elle modulait volontairement le volume pour que je ne sache jamais si je me rapprochais ou si je m'éloignais. À ce stade, j'étais vraiment terrifié. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru vers chez moi. Comme je faisais de l'athlétisme à l'époque, j'étais persuadé que je pouvais la semer. J'ai fini par arriver à la maison, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai allumé la télé. 10 minutes plus tard, alors que je regardais un épisode de Aquatine, j'ai entendu une voix. Une voix de fille. Ce n'était pas la télé. Et elle chantait encore Canto Ras. Pendant quelques secondes, je suis resté figé de terreur. Ça ne pouvait pas être réel. Je suis sorti en courant, pieds nus, et j'ai regardé partout autour de moi. C'est là que j'ai compris, la voix venait d'au-dessus de moi. Elle était sur le toit du garage. Je gardais une échelle sur le côté pour pouvoir monter là-haut et fumer en cachette, mes parents pensaient que je montais pour bronzer. C'était le seul moyen d'accéder au toit sans sauter. Je me suis dit, c'est bon, cette fois je la tiens. J'ai grimpé à toute vitesse, juste à temps pour voir une silhouette en sweat rouge disparaître de l'autre côté du toit, en direction du jardin. Elle avait sauté. J'ai vu cette fille courir à travers le jardin comme si de rien n'était et franchir notre clôture de 2 mètres de haut d'un bond, comme si c'était la chose la plus facile du monde. J'ai brièvement envisagé de la suivre, mais j'étais pieds nus, et pour être honnête, je ne suis pas sûr que j'en avais vraiment envie. Je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits, mais cette histoire continue de me donner des frissons encore aujourd'hui. Il y a quelques années, j'enseignais l'anglais en Slovaquie. Un vendredi soir, après une longue semaine, je sortis avec les autres professeurs pour manger une pizza et profiter d'une soirée entre collègues, pleine de discussions légères et de ces petites folies qu'on fait quand on vit à l'étranger. À un moment, nous avons atterri dans un club souterrain assez étrange. Ce n'était pas vraiment mon genre d'endroit, l'ambiance y était sombre et un peu étouffante, mais je décidai de suivre le mouvement. Après quelques verres, je partis aux toilettes. Pendant que j'étais occupé, un homme entra et me lança quelque chose en slovaque. Je ne comprenais pas la langue, alors je lui répondis rapidement que je ne pouvais pas l'aider. À ce moment-là, j'entendis un petit déclic derrière moi, un bruit sec, semblable à celui d'un briquet qu'on allume. Pensant naïvement qu'il essayait d'allumer une cigarette, je me mis à rire et lancer une blague sur le fait que fumer était interdit ici. Puis je me lavai les mains,
sortis des toilettes et retrouvai mes collègues. Peu après, nous décidâmes qu'il était temps de rentrer. Le lundi matin, en arrivant au travail, j'appris une nouvelle glaçante. Un homme avait ouvert le feu dans ce même club peu de temps après notre départ. D'après ce que mes collègues m'expliquèrent, son arme s'était enrayée et il avait passé de longues minutes enfermé dans les toilettes à essayer de la remettre en état de marche. C'était sans doute le moment précis où je m'étais trouvé dans cette pièce avec lui, croyant qu'il manipulait un simple briquet. Quand je réalisai cela, un long frisson me parcourut. Toute la légèreté du week-end s'effaça d'un coup, remplacée par la conscience d'être passé à un cheveu d'un drame. Il y a deux histoires qui me troublent encore des années après. L'une concerne des pop-tarts et l'autre une cabane dans l'Oregon. Celle des pop-tarts continue de me hanter régulièrement, surtout quand je me réveille au milieu de la nuit. Voici une ancienne version que j'avais déjà racontée. J'avais environ 17 ans et je venais de rentrer du travail assez tard. Je suis allé directement dans ma chambre pour me changer et j'ai réalisé que j'avais faim. Il devait être 1h du matin et je ne voulais rien cuisiner pour éviter de réveiller mes parents. Alors je suis descendu à la cuisine pour fouiller les placards à la recherche d'un encas rapide qui me tiendrait jusqu'au matin. Notre cuisine donnait sur la porte arrière qui menait dans le jardin. La porte elle-même était en bois, mais mon père avait ajouté une porte de sécurité en métal à l'extérieur. C'était le genre de porte dont les trous sont suffisamment petits pour empêcher les insectes d'entrer, ce qui nous permettait de laisser la porte en bois ouverte l'été afin de laisser passer un courant d'air. En plus de cela, mon père avait aussi installé un projecteur de sécurité avec détecteur de mouvement. D'habitude, il ne s'allumait que lorsque je laissais sortir mon chien la nuit. Mais ce soir-là, il était déjà couché dans ma chambre, attendant que je revienne avec quelques restes pour lui aussi. Bref, je fouillais les placards et j'ai fini par tomber sur le jackpot, des pop-tarts. Sachant comment était mon chien, je ne voulais pas risquer qu'il me les vole des mains, alors je les ai ouverts directement dans la cuisine et je les ai mangés tels quels. Pendant que je mangeais le premier, j'ai entendu un sifflement venir de l'extérieur. Comme la porte en bois était ouverte, j'ai d'abord cru que c'était le vent, mais au bout de quelques secondes, j'ai remarqué que ce n'était pas un sifflement aléatoire. C'était une mélodie distincte. Je ne connaissais pas la chanson, mais elle avait à la fois quelque chose de joyeux et de triste, un mélange difficile à décrire. Je suis resté figé environ 20 secondes, puis je me suis dit que c'était sûrement l'un de mes potes du quartier qui essayait de me faire peur. Peut-être qu'il se cachait de l'autre côté de la clôture et sifflait exprès. Au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, le projecteur s'est allumé d'un coup. J'ai scruté la cour, mais je n'ai vu personne ni rien qui aurait pu déclencher la lumière. Pourtant le sifflement continuait. Là, j'ai commencé à paniquer. Était-ce vraiment un ami qui me faisait une blague? Si oui, où se cachait-il? Et si ce n'était pas l'un d'eux, alors qui était-ce? Je suis resté paralysé sur place, fixant l'extérieur, attendant que quelque chose se produise. Rien. 1 minute a passé, la lumière restait allumée, et le sifflement ne cessait pas. Puis, soudain, le son s'est rapproché et j'ai vu la poignée de la porte métallique bouger de haut en bas, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Je pouvais voir clairement à travers la grille de métal qu'il n'y avait personne là. Pourtant, le sifflement était juste derrière la porte. À ce moment-là, j'ai tout lâché. J'ai laissé tomber la boîte de pop-tarts, je me suis enfui en courant jusqu'à ma chambre, j'ai claqué la porte, je l'ai verrouillée, et je me suis caché sous mes couvertures avec mon chien et ma batte de baseball. Je ne suis plus jamais retourné chercher un encas dans la cuisine la nuit après ça. Mes parents étaient partis en voyage de noces à Key West. Quand ils sont arrivés à l'hôtel pour s'enregistrer, on leur a expliqué que la chambre prévue était une chambre non-fumeur. Comme mon père fumait à l'époque, ils ont demandé à changer de chambre. L'hôtel a accepté sans problème et ils sont montés avec leur nouvelle clé. En sortant de l'ascenseur, ils ont immédiatement été frappés par une odeur de peinture fraîche, si forte qu'elle leur piquait le nez. Au bout du couloir, un homme travaillait, entouré de pots de peinture, de rouleaux et de bâches posés soigneusement sur le sol.
Il passait son rouleau sur le mur, concentré sur son travail. En passant près de lui, mes parents lui ont adressé un salut poli, mais le peintre n'a eu aucune réaction, comme s'il ne les avait pas vus ni entendus. Ils ont trouvé ça un peu étrange mais n'y ont pas prêté plus d'attention. En entrant dans leur chambre, l'odeur était encore plus insupportable. Elle était si forte qu'ils n'arrivaient pas à rester à l'intérieur plus de quelques minutes. Décidés à ne pas passer leur séjour dans ces conditions, ils sont retournés à la réception pour demander un nouveau changement. Quand ils ont expliqué la situation, l'employé de l'accueil les a écoutés avec attention et, surpris, leur a dit qu'aucun chantier de peinture n'était prévu ce jour-là, encore moins à cet étage. Malgré son incompréhension, il a accepté de leur attribuer une autre chambre. Ils sont alors remontés chercher leurs valises. Mais en arrivant à l'étage, le couloir était complètement vide. Le peintre avait disparu, ses pinceaux et ses pots de peinture avaient été retirés comme s'ils n'avaient jamais été là, et l'odeur qui les avait tant incommodés quelques minutes plus tôt s'était évaporée d'un coup. Cette disparition soudaine les a glacés, mais sans vouloir se laisser influencer par l'inquiétude, ils ont simplement pris leurs affaires et se sont installés dans la nouvelle chambre. Le lendemain matin, alors qu'ils descendaient pour prendre leur petit déjeuner, ils ont croisé un groupe de touristes accompagnés d'un guide. Par curiosité, mes parents ont tendu l'oreille et ils ont sursauté en entendant l'homme parler précisément de l'étage où ils avaient failli dormir. Le guide expliquait qu'il y a de nombreuses années, un peintre travaillait sur ce couloir lorsqu'il avait fait un faux pas et était tombé dans la cage d'ascenseur, trouvant la mort sur le coup. Mes parents n'ont jamais été vraiment portés à croire aux histoires de fantômes, mais ce qu'ils avaient vécu n'avait aucune explication logique. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais cela est arrivé à ma cousine, et un autre cousin ainsi qu'une tante en ont été témoins. Pour simplifier l'histoire, disons que ma cousine cadette s'appelle Jenny, ma cousine aînée Jane et ma tante Mira. Jenny et Mira étaient à New York pour rendre visite à Jane, qui faisait un master là-bas. Elles ont visité la ville et logé dans un hôtel, je crois quelque part à Manhattan. Au milieu de la nuit, Jenny a commencé à faire des cauchemars. Après coup, en parlant avec elle, elle a décrit exactement ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Elle avait la sensation d'être aspirée et étouffée par une énorme télévision qui l'attirait à travers son lit et l'enfonçait dans le sol. Elle s'est réveillée en hurlant et en pleurant, puis elle a vomi et perdu le contrôle d'elle-même dans la salle de bain. Ma tante Mira est allée l'aider et la nettoyer, puis elles sont retournées se coucher un peu plus tard. Un moment après, ma tante est allée vérifier Jenny et l'a trouvée allongée, fixant directement son regard avec une expression vide. Elle dormait les yeux grands ouverts. Cela a fortement perturbé ma tante. Pendant ce temps, elle et ma cousine Jane entendaient des chuchotements et des voix d'enfants. Le lendemain matin, elles ont décidé de partir immédiatement. Mais voici la partie la plus troublante. Il existe une photo de famille prise au restaurant Serendipity où l'on voit Jenny avec les lèvres complètement noires. Ce n'était pas un noir de retouche numérique, mais un noir parfait et uniforme, presque comme si elle avait mis du rouge à lèvres foncé. Pourtant elle n'en avait pas mis. J'ai vu la photo moi-même et je pourrais la poster en quittant le travail. C'est vraiment étrange parce que la coloration est parfaitement symétrique sur l'image. Jusqu'à ce jour, personne ne comprend pourquoi ses lèvres apparaissaient ainsi sur cette photo. Quand j'avais environ 3 mois et que ma sœur avait un peu plus de 3 ans, toute ma famille passait quelques jours chez ma grand-mère. Il y avait mes parents, ma sœur, plusieurs de mes oncles et moi, chacun logeant dans des chambres séparées, sauf mes parents, ma sœur et moi qui partagions la même pièce. Ce soir-là, il devait être autour de 11 heures, la maison était calme et mes parents s'étaient déjà endormis. Moi je dormais dans un petit berceau posé dans un coin de la chambre. D'après ce que ma grand-mère et mes oncles ont raconté par la suite, mes pleurs se sont mis à résonner dans toute la maison, des cris si forts qu'ils ont réveillé tout le monde sauf mes parents. Ma sœur, elle, hurlait de peur en même temps que moi, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Inquiets, mes oncles et ma grand-mère se sont précipités devant la porte, frappant de toute leur force pour prévenir mes parents, mais ces derniers ne se réveillaient pas. Ils ont insisté, cognant de plus en plus fort, puis ont fini par essayer de forcer la porte,
mais rien à faire, elle restait bloquée comme si quelque chose la maintenait fermée. Au bout de plusieurs minutes, mes parents ont enfin ouvert les yeux et au même moment mes oncles sont parvenus à faire céder la porte. Quand ils sont entrés, la scène qui s'offrait à eux était incompréhensible. J'étais allongé par terre de l'autre côté de la chambre, loin de mon berceau, en pleurs, et ma sœur me serrait la cheville de toutes ses forces comme si elle m'empêchait d'être emporté. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, ma sœur a expliqué d'une voix tremblante qu'une créature était sortie de l'ombre projetée sur le mur. Elle disait que c'était une sorte de singe étrange, au corps tordu, qui avait rampé jusqu'à moi, m'avait saisi dans ses bras et avait commencé à retourner vers l'ombre d'où il venait. Elle avait alors attrapé mon pied pour me retenir et la créature tirait de son côté comme pour m'arracher d'elle. Mais au moment où mes parents se sont réveillés, la chose m'a brusquement relâché et a disparu dans le mur comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, un voisin est venu parler à ma grand-mère. Il avait vu quelque chose d'étrange durant la nuit. Selon lui, un oiseau gigantesque s'était posé sur le toit de la maison, juste au-dessus de la chambre où nous dormions. Il racontait qu'il poussait des cris étranges, des hurlements inhumains, avant de s'envoler brusquement dans le ciel. Depuis ce soir-là, ni mes parents, ni mes oncles, ni ma grand-mère n'ont jamais voulu en parler. Ils n'ont confirmé l'histoire qu'à de rares occasions, toujours en donnant les mêmes détails, et toujours avec un air sérieux et troublé. C'est resté un sujet presque interdit dans la famille, comme si tout le monde préférait faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. Enfin, j'ai une bonne histoire à raconter, même si je suis un peu en retard. Tant pis. Contexte, ma famille qui vit dans le sud, je ne la vois pas très souvent. Il y avait 2 frères, C et G. C'étaient des jumeaux identiques, tous les 2 très grands, près de 2,10 mètres, maigres, avec des cheveux d'un blanc éclatant depuis assez jeune. Il y a quelques années, C est décédé. Aujourd'hui, G vit dans une petite maison avec sa femme, leur fille et la fille de celle-ci. La petite fille est née après la mort de C, et on ne lui avait jamais parlé du fait que son grand-père avait un frère. Quand je suis allé leur rendre visite il y a quelques années, la petite avait entre 2 et 3 ans. C'est là que j'ai entendu l'histoire de « Papy le terrifiant ». Quelques mois avant ma visite, la fillette avait commencé à dessiner son grand-père différemment, avec de grands yeux rouges et un large sourire en dents de scie. Comme ça revenait souvent, ils lui ont demandé pourquoi il avait changé. Elle a expliqué, du mieux qu'une enfant de 2 ans le pouvait, que c'était « Papy le terrifiant ». Elle disait qu'il venait la voir dans sa chambre la nuit, la réveillait parfois et lui racontait des histoires drôles pour la faire rire. On l'avait même surprise plusieurs fois, assise dans son lit au beau milieu de la nuit, en train de glousser. Cela a duré quelques semaines jusqu'au jour où sa mère, la fille de G, prenait des photos d'elle dans le salon avec un appareil photo numérique. En les regardant ensuite sur l'ordinateur, une des photos montrait très clairement la silhouette d'un homme immense derrière elle, sans aucun trait distinct, si ce n'est une chevelure d'un blanc éclatant. J'ai vu la photo quand j'étais là-bas, et elle m'a glacé le sang. Les dessins ont continué depuis, et de temps en temps, la petite fille s'exclame « Salut papy » quand personne d'autre n'est présent, puis elle se met à discuter avec lui. Quand j'avais environ 7 ans, peut-être même un peu moins, je suis allé avec ma mère rendre visite à sa meilleure amie qui habitait dans une autre ville. Dans la maison, il n'y avait que nous 3, pas d'autres invités ni de membres de la famille. Pourtant, pendant que j'étais là-bas, j'ai vu quelque chose d'étrange qui m'a marqué pour toujours. À mes yeux d'enfant, il y avait dans cette maison une autre famille qui se promenait tranquillement dans les pièces. Elle était composée d'une femme, d'un adolescent et de 2 petites filles. Ce qui m'a frappé, c'est que les 2 fillettes avaient la peau marquée, comme brûlée, et qu'elles me fixaient sans jamais détourner le regard. Je me souviens encore de leurs yeux qui semblaient me suivre partout. À un moment, cette étrange famille m'a même parlé et m'a dit de les accompagner. À cet âge-là, je n'ai pas trouvé cela anormal. Je croyais simplement qu'il s'agissait d'amis de la maison, des gens de passage, et je n'ai rien dit à ma mère. Des années plus tard, en évoquant ce souvenir avec elle, je lui ai raconté ce que j'avais vu.
Ma mère en a parlé à sa meilleure amie et c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point cette expérience était troublante. Sa meilleure amie lui a expliqué qu'elle et son mari avaient dû quitter cette maison car il s'y passait des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Elle disait que souvent, la nuit, les jouets de son bébé, pourtant rangés soigneusement le soir, se retrouvaient éparpillés dans le salon ou au milieu du couloir comme si quelqu'un avait joué avec. Elle retrouvait aussi des objets déplacés, des coussins et des couvertures installés au sol comme si des gens avaient dormi là pendant la nuit. Pensant d'abord que c'était peut-être son mari qui s'était levé et avait bougé les choses, elle lui avait posé la question. Mais il était aussi effrayé qu'elle, et jurait n'avoir rien fait. L'inquiétude et les phénomènes se répétant, ils avaient finalement décidé de quitter la maison pour de bon. J'attendais depuis longtemps de raconter cette histoire. J'ai grandi dans une petite ville forestière, un coin paumé avec énormément d'arbres et très peu d'habitants. Quand j'avais environ 16 ans, ma mère est partie en voyage d'affaires pour le week-end. J'étais un gamin plutôt sage et on avait une bonne relation. Elle n'avait que 3 règles. Si tu veux faire la fête, fais-le ailleurs, ne conduis jamais en étant ivre, et verrouille toujours la maison quand tu sors. Ce week-end-là, je n'avais pas de gros projets, alors je suis simplement allé chez un ami. Avant de partir, j'ai fermé la maison à clé, éteint les lumières et pris la route. Ce n'était pas une grosse soirée, on a traîné, mangé, regardé des films. Je suis rentré vers 1h du matin. Dès que je suis arrivé, j'ai su qu'il se passait quelque chose. La porte d'entrée était grande ouverte. J'ai jeté un œil nerveux à l'intérieur et j'ai vu que littéralement toutes les portes de la maison étaient ouvertes. Les portes des balcons, la porte arrière, tout. Et chaque lumière, chaque appareil était allumé ou en marche. Télévision, grille-pain, ordinateur, absolument tout. Pour rendre la scène encore plus bizarre, mon chien, un énorme loup d'Alaska de 70 kilos, est venu vers moi d'un air tranquille comme si de rien n'était. Comme ma mère travaillait dans les forces de l'ordre, j'ai filé directement à ma chambre, chargé mon arme de poing et j'ai inspecté la maison pièce par pièce, en annonçant bien fort que j'étais armé et que tout intrus devait se montrer ou s'enfuir. Je n'ai rien trouvé. Pas une seule présence, juste les appareils en marche et toutes les portes ouvertes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune explication. Rien n'avait été volé. Tout était simplement ouvert et allumé. Cette maison a connu pas mal d'événements étranges. Je me considère plutôt comme matérialiste et je n'accorde pas beaucoup de crédit aux histoires de fantômes, mais là, honnêtement, je n'ai aucune réponse. Bonus, la maison est construite sur une ancienne mine d'argent abandonnée. Pour nous, ça voulait surtout dire qu'on n'avait pas à s'inquiéter de l'érosion, car la mine assurait un bon drainage. Ma mère est décédée il y a quelques mois, mais avant de partir, elle m'avait dit qu'elle entendait très clairement des coups frappés contre les murs de sa chambre la nuit, au 3e étage, et aussi des bruits de pas dans le grenier. Elle pensait que sa fin approchait et que l'autre côté essayait de la contacter. Puis, comme elle l'avait pressenti, elle est morte dans cette chambre. Une nuit, un ami et moi avions décidé de dormir dans le salon de ma maison. On avait bien bu ce soir-là, peut-être un peu trop, et dans notre euphorie on a eu l'idée de sortir marcher dans le quartier au beau milieu de la nuit. Sans trop réfléchir, nos pas nous ont menés jusqu'au cimetière qui se trouvait à l'autre bout du pâté de maison. Il devait être 2h du matin quand nous nous sommes rapprochés des grilles et que nous avons regardé à l'intérieur. Le silence était total, seulement interrompu par le vent qui faisait grincer les branches des arbres. On fixait les allées sombres du cimetière, les pierres tombales alignées et les ombres épaisses qui semblaient s'étirer à perte de vue. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. D'un seul coup, nous avons tous les deux hurlé et pris nos jambes à notre cou. Dans le noir, une forme blanche et nette venait de traverser le cimetière à une vitesse surprenante, glissant presque sur le sol. Ce n'était pas une lueur vague ou une ombre incertaine, c'était une silhouette claire, distincte, qui semblait surgir du néant. Au départ, chacun de nous a cru que c'était l'alcool qui jouait des tours, mais en se regardant, on a compris que nous l'avions vu en même temps, exactement de la même manière. Il n'y avait aucun doute, ce n'était pas une hallucination individuelle.
La panique a pris le dessus et nous avons couru à en perdre haleine jusqu'à la maison, refusant de sortir de nouveau avant le lever du soleil. Ma sœur aînée est plutôt clairvoyante et l'a toujours été, aussi loin que je me souvienne. Elle a toujours eu la capacité de ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent, comme la mort soudaine d'amis ou des événements étranges liés à la chance, et elle nous en parlait bien avant que cela n'arrive. À l'époque, elle vivait près d'un vieil hôpital à Las Vegas et rentrait du travail à pied, tard le soir, en descendant du bus. Ce soir-là, quelque chose la suivait. Elle le décrit comme une silhouette sombre, massive, de la taille d'un grand rottweiler, mais avec les épaules voûtées. Cela se déplaçait bien trop vite pour être un chien, bondissant d'un buisson à l'autre dans les jardins voisins, comme pour lui couper la route. Alors qu'elle accélérait le pas vers sa maison, la chose a commencé à rire d'un rire maniaque tout en grondant. Elle a aussi remarqué une odeur de pourriture mêlée à celle du soufre, comme des œufs pourris. La créature l'a suivie sur environ 400 mètres, secouant les buissons tout près d'elle, comme pour attirer son attention. Elle a essayé de l'ignorer et de courir jusqu'à sa maison, mais l'entité était beaucoup trop rapide. À un moment, elle a commencé à produire des sons qui ressemblaient à des paroles, tout en riant d'une façon démente. Ma sœur s'est finalement arrêtée sous un lampadaire, tétanisée, et a crié à la chose de la laisser tranquille et de cesser de la suivre. La silhouette s'est immobilisée, comme intriguée, et a commencé à grossir légèrement en recommençant à grogner. C'est alors qu'un voisin est sorti de chez lui, en route pour prendre sa voiture afin d'aller travailler. Il a vu ma sœur fixant du regard ce qui lui semblait être un énorme chien difforme et lui crier « Ne me suis pas, tu ne trouveras aucune victime ici. Tes paroles n'ont aucun sens ni aucun pouvoir. Maintenant, pars. » Le voisin m'a raconté qu'après une ultime tentative pour l'approcher, la chose s'est brusquement retournée et a traversé la rue plus vite que tout ce qu'il avait jamais vu. Il a ajouté, seulement après que je lui ai demandé à plusieurs reprises de répéter son récit, qu'il avait aussi aperçu des yeux rouges. Environ une semaine plus tard, un garçon du quartier a été arrêté pour avoir égorgé son petit frère avec un grand couteau de chasse. Selon le journal, j'aimerais encore avoir l'article, il a confié à la police qu'un démon venait chaque nuit à sa fenêtre pour lui murmurer de tuer son frère. Quand on lui a demandé de décrire ce démon, il a expliqué que c'était comme un animal voûté qui riait et grognait à la fois, tout en lui suggérant de massacrer sa famille. J'avais environ 14 ans. Ce jour-là, ma mère était partie faire des courses et mon frère passait l'après-midi chez un ami. J'étais donc complètement seul à la maison. Le téléphone s'est mis à sonner et, en décrochant, j'ai entendu ma grand-mère hurler à l'autre bout du fil. Sa voix était paniquée, incontrôlable, et j'ai mis un moment à comprendre ce qu'elle essayait de dire. Au bout de quelques secondes, elle a réussi à se calmer suffisamment pour m'expliquer ce qui s'était passé. Elle venait de recevoir un appel qui, d'après l'identification du numéro, provenait directement de notre maison. En décrochant, elle avait entendu la voix de ma mère, mais pas une conversation normale. Ma mère répétait sans arrêt la même phrase, en criant désespérément « À l'aide, les enfants !» À l'aide, les enfants, encore et encore, comme une supplication. Ma grand-mère en était convaincue, c'était bien la voix de ma mère, et elle n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait vérifier immédiatement, qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais moi je savais que c'était impossible, ma mère n'était même pas à la maison, elle était partie au supermarché et je venais de passer plus d'une heure tout seul. Pourtant, ma grand-mère insistait, persuadée d'avoir entendu son appel de détresse. C'est à ce moment-là que ma mère est rentrée par la porte d'entrée. Elle m'a trouvé au téléphone en train d'essayer de calmer ma grand-mère. Alors, elle a pris le combiné et lui a parlé directement, tentant de la rassurer en lui expliquant qu'il n'y avait eu aucun appel de notre part. Ma grand-mère, toujours bouleversée, nous a demandé de venir chez elle immédiatement. Quand nous sommes arrivés, elle nous a montré son téléphone. Sur l'écran du journal d'appel, il y avait bien notre numéro, inscrit à l'heure exacte où elle disait avoir reçu l'appel. Aucun doute possible, tout indiquait que c'était la ligne de la maison qui avait appelé. Pourtant, personne n'avait décroché le combiné chez nous, et ma mère comme moi pouvions en témoigner. L'explication restait introuvable.
Ce n'était pas un simple mauvais numéro, c'était notre ligne, avec la voix de ma mère, prononçant des mots qu'elle n'avait jamais dits. J'étais chez un ami pour passer la nuit quand j'étais au collège. Comme prévu, on restait éveillé jusqu'à pas d'heure, ce qui ne posait généralement pas de problème, sauf que la salle de bain se trouvait juste à côté de la chambre de ses parents. La seule fois où on se faisait gronder, c'était quand quelqu'un les réveillait parce qu'il avait besoin d'y aller. Pour éviter ça, on sortait par la porte du sous-sol et on allait uriner dans les bois. La porte restait souvent déverrouillée, puisqu'il nous était déjà arrivé plus d'une fois de nous enfermer dehors. En plus, on avait l'habitude de sortir traîner dans les bois régulièrement. Ce soir-là, son grand frère était à la maison et n'arrêtait pas de surgir par la porte du sous-sol pour semer le chaos. Alors, on a décidé de verrouiller la porte juste pour l'empêcher d'entrer à l'improviste. Ça ne l'aurait pas vraiment arrêté s'il avait voulu, mais au moins, il aurait eu besoin de sa clé et ça enlevait le plaisir de nous prendre par surprise. Vers minuit, on a entendu la poignée s'agiter et on n'y a pas prêté attention, pensant que c'était son frère. Pendant environ 5 minutes, ça a continué par intermittence, jusqu'à ce qu'on finisse par taper sur la porte et crier pour qu'il arrête. Silence. Aucune réponse, plus aucun bruit de poignée. Parfait, on pouvait reprendre nos occupations. Mais 10 minutes plus tard, ça a recommencé, exactement de la même façon. Ce manège a duré 2 heures. Finalement, après lui avoir encore crié d'arrêter, on a laissé tomber et décidé de l'ignorer. Il a continué environ 30 minutes de plus, puis tout s'est arrêté. Le lendemain matin, vers 9 heures, on commençait à se réveiller. Comme dans toutes les soirées pyjama, il y avait des cordes étalées un peu partout et dès que quelqu'un se levait, ça réveillait les autres. On s'est tous mis à s'étirer et à chercher le chemin des toilettes après avoir englouti des litres de soda la veille. Quand je suis sorti, j'ai attrapé la poignée pour refermer la porte derrière moi et j'ai remarqué qu'elle était rugueuse au toucher. En regardant de plus près, j'ai vu que tout autour de la serrure était abîmé. Il y avait d'énormes marques de griffures sur toutes les surfaces et le métal était tordu, déformé. J'ai demandé à mon ami ce qui s'était passé, mais il m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait ça. Ne voulant pas être accusé d'un dégât que son frère aurait pu causer, on est allé prévenir ses parents de ce qui s'était passé pendant la nuit. Son père est descendu voir par lui-même. Quand il a découvert l'état de la serrure, il est devenu tout pâle et a immédiatement couru à l'étage pour appeler la police. Il s'avérait que quelqu'un avait essayé de forcer la porte pendant qu'on était tous à l'intérieur. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait dans d'autres circonstances, mais ce qui m'a glacé le sang cette fois-là, c'est que la personne savait que nous étions là, et que nous savions qu'elle essayait d'entrer. Malgré cela, elle a continué sans relâche à tenter de forcer la porte. Dieu seul sait quel genre de personne c'était. Quand j'avais environ 6 ans et que je jouais un après-midi avec la petite voisine, les lumières se sont soudainement éteintes. Nous étions seuls puisque toute sa famille se trouvait à l'hôpital auprès de sa mère, qui souffrait alors de leucémie. Quand la panne de courant est arrivée, mon ami est sorti sur le perron et faisait quelque chose dont je ne me souviens plus. J'étais près de la porte et je regardais dehors quand quelque chose m'a poussé à me retourner vers l'intérieur de la maison. Là, dans le salon, se trouvait une silhouette d'ombre qui se déplaçait. Elle était grande, sombre, sans aucun trait reconnaissable. C'était comme si quelqu'un portait une combinaison noire qui recouvrait tout le corps, mais sans avoir la netteté d'une vraie personne dans une pièce. Ce n'était pas flou non plus, et je voyais distinctement qu'elle se déplaçait comme si elle cherchait quelque chose. Je n'avais pas peur à ce moment-là, puisque je n'avais jamais vu une chose pareille et que j'étais une enfant curieuse. Ensuite, la silhouette est montée au 2e étage et je l'ai suivie. Je l'ai regardée se promener dans la chambre, encore une fois comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle a commencé à se diriger vers le mur à ma droite. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là, oh non, est-ce qu'elle va disparaître ? Est-ce qu'elle va disparaître ? Et effectivement, elle a traversé le mur et s'est volatilisée. J'ai complètement oublié cet épisode jusqu'à mes 17 ans,
quand je regardais une de ces émissions japonaises intitulée Histoire de fantômes réels qui passent chaque été avant les vacances d'Obon. Un homme y racontait sa propre expérience d'avoir vu des silhouettes d'ombre dans un hôpital où il avait été hospitalisé plusieurs mois. Il expliquait qu'il les voyait parfois à côté des personnes sur le point de mourir. J'ai senti des frissons parcourir tout mon corps en entendant cela. Je me suis rappelé que la mère de mon ami était décédée environ une semaine après que j'ai vu cette chose sombre. À cette période de ma vie, tout semblait se dégrader sans que je puisse l'arrêter. Mon couple tombait lentement en ruine, les disputes quotidiennes creusaient un fossé que je ne parvenais plus à combler. À l'université, je ratais chaque examen comme si mes efforts n'avaient plus aucune valeur. Et au travail, mes supérieurs me reprochaient sans cesse mon absence et mon manque d'énergie, alors que je m'épuisais déjà à tenir debout. C'est dans ce contexte que les cauchemars ont commencé, et ils ont rapidement pris toute la place. Chaque nuit, je rêvais de situations banales, toujours anodines au départ. Je pouvais être assis dans mon salon, marcher dans une galerie de centre commercial, ou simplement traverser un parc désert. Rien ne semblait menaçant, jusqu'au moment où l'air changeait et où la vague apparaissait. Elle surgissait toujours sans prévenir, colossale, disproportionnée, totalement étrangère au décor. Ce n'était pas une vague comme celle de la mer, pas une eau qui roule et s'étale, mais une masse gigantesque, verticale, qui s'élevait comme un mur vivant. Elle fondait ensuite sur moi avec une violence inhumaine, brisant chaque objet, détruisant chaque repère, m'écrasant avant même que je puisse réagir. Dans ces rêves, je ne me noyais pas comme on se noie dans l'océan. L'eau ne remplissait pas mes poumons, elle ne m'étouffait pas par asphyxie. Non, elle m'écrasait d'un poids monstrueux, comme si tout l'univers me tombait dessus en un instant. Je sentais mes os céder, ma respiration coupée nette, mon corps réduit à presque rien. Et chaque fois, la vague était plus brutale que la veille, plus rapide, plus implacable, comme si elle apprenait à me détruire. Je me réveillais alors en sueur, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose. Les draps étaient collés à ma peau, trempés par la chaleur et la panique. Ces cauchemars se répétaient chaque soir, sans aucun répit, pendant une semaine entière. À force, je craignais la nuit comme une condamnation inévitable, sachant que la vague finirait toujours par revenir. Puis il y eut cette nuit différente, qui a marqué un point de non-retour. Dans mon rêve, je me trouvais dans une salle de classe vide, éclairée par une lumière étrange. Les élèves autour de moi restaient figés, muets, comme des statues humaines. Puis, d'un coup, la vague est arrivée. Elle a explosé les fenêtres dans un vacarme assourdissant, et l'eau m'a englouti. Mais cette fois, ce n'était plus seulement un écrasement brutal, je me suis senti aspiré, coulé, réellement noyé dans un gouffre noir. Je me suis réveillé dans un sursaut, glacé jusqu'aux os. Mon corps était trempé, mes vêtements dégoulinaient, mon lit était imbibé comme une éponge. En posant les pieds au sol, j'ai senti l'eau. Il y en avait partout dans la chambre, une couche d'au moins 5 cm qui stagnait autour du lit. J'ai immédiatement pensé à une fuite, mais la cuisine et la salle de bain étaient parfaitement sèches, comme si rien n'avait jamais coulé. L'eau n'existait que dans ma chambre, comme dans mes rêves. Je suis resté figé, incapable de trouver une explication rationnelle. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans cette maison. J'ai rassemblé mes affaires le lendemain et je suis parti vivre chez mes parents. À partir de ce moment, les cauchemars ont cessé. Plus de vagues, plus d'eau, plus de nuits hantées par ce mur liquide. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement produit. Était-ce mon esprit qui avait franchi une limite, ou cette maison qui portait un secret trop lourd pour moi? Tout ce que je sais, c'est que ces vagues ne m'ont plus jamais suivi, mais je continue à craindre le moment où elles reviendront. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.